Merci, Monsieur le Président. Merci tout d'abord à Monsieur le bâtonnier, Monsieur le Président, Messieurs les bâtonniers qui sont présents, bâtonniers honoraires précédents de l'UA, mais également de la BAM, bâtonniers des différents ordres du Maroc, mes chers confrères, le président du comité marocain de l'UA et aussi à nos invités qui ont fait l'effort de voyager pour partager avec nous leur science et leur savoir. Je vous remercie aujourd'hui pour l'opportunité qui m'est donnée pour aborder un thème qui est très intéressant concernant le blanchiment, la lutte contre le blanchiment d'argent. Je vais vous faire, avant de démarrer, une confidence. Quand Monsieur le Président du comité marocain m'a contacté par rapport à mon intervention, il m'a décrit un petit peu la structure des interventions et je me suis sentie inspirée. C'était la fin du Ramadan, c'était l'Aïd, donc peut-être un plus de sucre, quelques msmen, quelques brir. On jouait le jeu et je me suis dit, tiens, cette année, au niveau du congrès, on va parler d'intelligence artificielle. Ici, à Tanger, on va parler de blanchiment de capitaux et je préside la commission Start-up et Capital Risque. Créons des synergies. Et en créant des synergies à ce moment où j'étais inspirée, j'ai réalisé un petit peu la lourdeur de la tâche que je me suis infligée au moment où il fallait faire le travail et réfléchir comment aborder ce thème. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en quelques minutes. Hier et aujourd'hui, les différents confrères et consoeurs qui ont eu à traiter le sujet ont détaillé la législation marocaine concernant le blanchiment d'argent. Mais également, on a abordé d'autres textes législatifs, notamment ceux concernant la lutte contre la corruption, comme vous l'avez mentionné, et dans son ensemble, l'arsenal législatif marocain. Dans son ensemble, l'arsenal législatif marocain s'inspire grandement des législations internationales, la plus proche étant la législation française, mais aussi on fait un benchmark des pratiques internationales. Et ce benchmark, il est de plus en plus intéressant, notamment quand on parle de money laundering, parce qu'on parle d'infractions transfrontalières qui ne connaissent pas les limites terrestres et auxquelles il faut faire preuve d'ingéniosité pour justement lutter. Ce qu'on constate d'emblée, c'est que le système financier marocain est un système assez solide, assez coriace, avec des garde-fous et des barrières à l'entrée qui préservent son intégrité. Et aussi, on a le fameux cadre législatif, notamment la loi 4305, qui vise non seulement à prévenir, détecter, mais également à réprimer. Et cela à des degrés variables. Pour veiller à l'application de cette législation, le législateur marocain a mis en place un ensemble d'instances. L'instance la plus importante entre elles, aux côtés bien sûr de Banque El Maghreb, de l'AMMC, du ministère des Finances, on a l'autorité les différentes autorités. Donc, je vous disais que le législateur marocain, pour veiller à l'exécution de ce cadre législatif, a mis en place un certain nombre d'instances, notamment l'Autorité nationale de renseignement financier, l'ANRF, dont nous avons eu l'honneur de recevoir hier son président. Dans cet arsenal législatif qui veille au respect de l'information financière, à la détection des infractions ou des mouvements qui seraient suspects, il y a une notion qui a émergé. Et là, j'interpelle tous les avocats qui, au quotidien, peut-être, font beaucoup plus du conseil juridique et accompagnent les clients dans le cadre du processus de création de leur entreprise. Et je vais parler du fameux KYC, Know Your Client. Aujourd'hui, ce qu'on voit et qui revient avec beaucoup plus de récurrence, c'est cette volonté, cette détermination à une connaissance plus croissante du client. Et à chaque fois qu'on accompagne nos clients, déjà pour le onboarding system, ceux parmi vous qui ont ce processus avant de faire leur conflict check, il faut onboarder le client. Et quand on onboard le client, on collecte un certain nombre d'informations. Dans le passé, peut-être on s'est limité au registre de commerce, à la CIN, mais aujourd'hui, cette information, elle est de plus en plus poussée. Et elle est encore plus poussée quand on a affaire à des établissements financiers, notamment dans le cadre d'un processus corporate de création des entreprises,
où on va collecter un certain nombre d'informations de plus en plus poussées, de plus en plus détaillées, qui au départ, comme je vous disais, se limitaient à une copie d'une CIN ou à un registre de commerce. Aujourd'hui, les informations exigées sont de plus en plus importantes jusqu'à avoir une parfaite visibilité sur les détenteurs finaux et officiels de toute entreprise. Cette collecte d'informations qui, de prime abord, semble une tâche être aisée, mettons-la à l'échelle. Par exemple, dans un pays comme le Maroc, on parle de 40 millions. Sur la planète, on est plusieurs milliards. Imaginez, rien que dans cette salle, on est une centaine, qu'il faudra que je collecte l'ensemble de vos données, en passant par votre nom, des données normales jusqu'aux données sensibles, et qu'il faudra que je processe cette data-là, que je l'exploite pour pouvoir d'abord l'utiliser, l'analyser et puis faire de la prédiction. C'est une tâche qui n'est pas facile. Si vous la mettez à l'échelle, il est invraisemblable que l'on puisse le faire d'une façon précise, d'une façon rapide, en limitant les risques. Les marges d'erreur sont importantes. Et c'est là où l'intelligence artificielle va rentrer en jeu, où l'intelligence artificielle avec le recoupement de données, avec la collecte de données, l'analyse de données, le machine learning, le big data, va permettre une analyse de plus en plus efficace, à la limite en temps réel, pour justement avoir une parfaite connaissance du client. Et forcément, quand on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à considérer qu'on est en marge de l'évolution technologique, surtout par rapport à une société marocaine où peut-être tout ce qui est AI ne fait pas partie de notre cursus universitaire. On n'est pas tous des tech-savvy. Donc, il y a un temps d'apprentissage et un temps d'adaptation. Et dans l'écosystème économique, cette structure-là se manifeste aussi de façon aussi naturelle. Et c'est naturellement les startups, le muqawalat nashi'a, qui ont tendance à être plus spécialisées dans le domaine de la fintech et de l'intelligence artificielle. Cette analyse des KYC et de collecte d'informations, elle va passer par plusieurs étapes. Généralement, on les résume en 3 étapes essentielles. La première étape est la collecte et l'analyse des données des clients. La deuxième étape est l'évaluation de ces risques, des risques liés à l'analyse de ces données. Et la troisième étape est la prise de décision éclairée, où on va décider, est-ce que, oui, ce client-là, il est approuvé, est-ce qu'on accepte le dossier, on rejette le dossier, ou il y aura une vigilance particulière. Et c'est dans ce domaine-là, comme je vous disais, que les startups, et notamment les fintech, ont vu le jour. Et dans le domaine des fintech, vous savez, la fintech, et là, quand on arrivera à la slide, mais bon, vous pourrez avoir le support. La fintech, c'est la conjonction de 2 termes. Vous avez financial et technologie. Donc, c'est le monde de la finance qui est l'apanage traditionnellement des établissements bancaires. Et vous avez la technologie dans laquelle, en principe, les startups, elles ont une avancée considérable. Et cette utilisation de la technologie dans la finance va aboutir à une automatisation des processus et à une analyse de risque plus précise de façon à veiller au respect de la conformité. Et là, c'est un autre mot qui va s'introduire dans ce mélange où on parle aussi de conformité, de compliance, et ce sont des termes et des niches pour nous, avocats. Mais il n'y a pas que le terme fintech. On parle de fintech, on parle de subtech et on parle de regtech. Un peu plus tard, je vais parler de la regtech. Donc, ces fintech spécialisées dans le domaine de la technologie, en analysant ces données, elles vont mettre en place des algorithmes de plus en plus précis, des algorithmes de plus en plus avancés qui vont faciliter le processus d'analyse des KYC. Et l'intelligence artificielle y joue un rôle central parce qu'on a pour but d'améliorer la surveillance grâce à cette AI et d'améliorer aussi l'efficacité. Et je vous parlais du terme RegTech parce que justement, cette RegTech, là, on parle de regulatory et de technologie,
où on combine l'innovation avec la conformité. Et l'innovation avec la conformité, vous savez, le monde de la conformité, si on se limite par exemple juste à la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'ensemble des exigences réglementaires mises à la charge des professionnels, que ce soit établissements bancaires ou avocats, est de plus en plus extensive. Et il est difficile, quand on est spécialiste de la conformité, de faire le point par rapport à toutes les exigences qu'il faut respecter et qu'il faut veiller à leur respect. Parce que si vous ne les respectez pas, non seulement vous êtes sujet à des sanctions, mais aussi vous êtes un agent à risque. Et l'agent à risque va être éliminé de cette chaîne-là. Donc, ces RegTech vont apporter des solutions intégrées qui vont combiner la technologie et la réglementation de façon à alimenter de façon réelle, en temps réel, par rapport au fait qu'on parle de transactions transfrontalières entre les législations marocaines, européennes, de façon à être certain que peu importe le lieu où la transaction a lieu, il y aura un respect des obligations légales. Et humainement parlant, ce sont des tâches qui sont irréalisables. Donc, il est indispensable de s'associer l'atout technologique pour y parvenir. Mais la technologie, rappelez-vous, je vous avais dit que malheureusement pour nous, pour la plupart de nous avocats, on n'est pas des tech-savvy. On n'est pas au fait du développement de la technologie. On ne code pas. On n'est pas en mesure de développer des algorithmes. Peut-être on est à peine en mesure d'utiliser convenablement un ordinateur. Vous avez bien vu comment j'ai paniqué ou je n'arrivais même pas à utiliser, à avancer mes slides. Donc, imaginez que là, vous devez coder. Vous devez analyser avec quoi ces algorithmes sont nourris. Donc, il est indispensable qu'il y ait une combinaison de travail entre le technicien, l'ingénieur qui va mettre au point ces algorithmes, les développer, qui va collecter ces data, et le travail de l'avocat ou du juriste ou de l'agent compliance qui doit suivre l'évolution législative à travers le monde des exigences réglementaires, mais aussi doit veiller sur les principes sacro-saints qui font l'essence de notre profession, de notions comme le secret professionnel, de notions comme la confidentialité, de notions où même si on parle chez les anglo-saxons, on parle de trusted advisor. Donc, ce sont des notions, même si elles sont interprétées de façon variable à travers le monde, elles restent quand même le socle de ce métier que nous faisons, de ce métier magnifique. Et il est indispensable de veiller que ces algorithmes sont bien nourris, bien alimentés, parce que des techniciens, des ingénieurs ne sont pas nourris, ne sont pas motivés des mêmes contraintes de confidentialité, de professionnalisme, d'éthique et de déontologie, où peut-être ces notions-là n'ont aucune place. Quoique, on vit dans un monde où on parle plus d'éthique, on parle plus de critères ESG. Ce sont des notions qui prennent de plus en plus le devant de la scène, où on voit qu'on cherche toujours un juste équilibre entre aller plus vite, plus haut, plus loin, pas pour mimer les Jeux Olympiques que vous aurez bientôt, mais aussi de respecter les principes qui ont permis une évolution saine de la société. Parce qu'on ne peut pas rechercher à grandir et à pousser de façon sauvage, parce que, comme vous le savez, les résultats ne seront pas satisfaisants. Je vais maintenant, après avoir un petit peu exposé le cadre législatif et le cadre technologique, faire un petit zoom sur le cadre marocain. Je vais y aller très très vite, s'il vous plaît. Un petit zoom sur le cadre marocain. Malheureusement, quand on regarde au niveau du Maroc, sur l'évolution de la fintech, de la regtech et de la subtech, on constate malheureusement qu'on n'a pas beaucoup de champions. Je pense qu'on a une seule entreprise marocaine qui est classée au niveau du Forbes 30 des entreprises technologiques au niveau de l'Afrique. Ce qui veut dire que malheureusement, on reste en deçà de cette évolution technologique. Et pour comparer des choses comparables, je vais comparer le Maroc avec le Kenya. Ce sont des pays qui se ressemblent en termes de population, d'avancement. On est sur le même continent. On considère que le domaine de la fintech a explosé dans un pays comme le Kenya, même en Égypte. Pourquoi? Parce que d'abord au Maroc, on constate qu'on a un cadre réglementaire qui n'est pas
adapté à l'évolution de la fintech. Malheureusement, aujourd'hui, quand je suis en pitch ou en concurrence souvent avec l'Égypte pour avoir des fintechs qui veulent s'installer au Maroc, souvent ils choisissent l'Égypte parce qu'on n'a pas un cadre réglementaire adapté. Ici au Maroc, soit ils vont venir et ils vont s'installer à la sauvage et ils seront en dehors du cadre législatif, soit ils vont demander une licence bancaire normale parce qu'il n'y a pas de sizing en termes de licence bancaire. It's one size fits all. Donc, cadre législatif à revoir pour justement permettre l'évolution de ce secteur sans sacrifier la sécurité nécessaire au respect des consommateurs. Deuxième élément, il faut que le système bancaire marocain soit sous pression parce que quand on constate en termes de financement et en termes de statistiques, là aussi, on va constater que, par exemple, un pays comme l'Afrique du Sud accapare plus que le tiers des financements en termes de fintech sur le continent et le Maroc en est très, très loin. Troisième constat, en termes de, vous savez, le but d'une start-up, c'est d'arriver au stade de licorne. Malheureusement, 0 licorne à ce jour au Maroc. Donc, on reste vraiment à la traîne alors qu'on constate, par exemple, que nos universités produisent de plus en plus d'ingénieurs, que des pays comme la France ou en Europe, nos cerveaux voyagent de plus en plus. Donc, clairement, ce n'est pas un problème de matière grise, mais c'est un problème d'optimisation de ressources et on gagnerait tous à avoir une vision holistique en agissant sur l'aspect réglementaire, financier, mais aussi sur une feuille de changement qui permettrait à un pays comme le Maroc de saisir son plein potentiel avec une évolution main dans la main entre avocats et entre ingénieurs pour justement respect de l'efficacité, mais aussi de la déontologie. Je vous remercie.